Voyons à présent comment s'organise la diplomatie de l'Union européenne. En vertu de l'article 25 du traité sur l'Union européenne, l'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune en définissant les orientations générales, en adoptant des actions à mener et positions à prendre. C'est le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement qui identifie les intérêts stratégiques de l'Union, fixe les objectifs et définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, la PESC. C'est le Conseil des ministres des Affaires étrangères qui élabore la PESC et prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de cette politique sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen. Dans les deux cas, les décisions sont prises à l'unanimité. Par dérogation, le Conseil des ministres des Affaires étrangères statue à la majorité qualifiée. D'une part, lorsqu'il adopte une décision qui définit une action, une position de l'Union sur la base d'une décision du Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, portant sur des intérêts et des objectifs stratégiques de l'Union. D'autre part, lorsqu'il adopte une décision qui définit une action, une position de l'Union sur proposition du haut représentant de l'Union pour la PESC, à la suite d'une demande spécifique que le Conseil européen lui a adressée, de sa propre initiative ou à l'initiative du haut représentant. Cela signifie que l'unanimité reste de mise dans la diplomatie européenne et que la modalité de vote à la majorité qualifiée demeure étroitement encadrée. Les relations extérieures au sens large de l'Union sont ainsi axées sur la promotion de la paix et de la sécurité internationale, la coopération pour le développement, les droits de l'homme et l'état de droit, la réponse aux urgences humanitaires et climatiques. Sur le plan international, l'Union européenne a recours aux outils diplomatiques, politiques, économiques, sécuritaires et humanitaires dont elle dispose pour trouver des solutions pacifiques aux conflits, notamment en Libye, en Syrie ou en Ukraine. En décembre 2017, 25 États membres, Danemark et Malte, en sont exemptés, ont mis en place une coopération structurée permanente, un cadre juridiquement contraignant pour coopérer plus étroitement en matière de sécurité et de défense. Pour ce faire, les pays intéressés doivent remplir deux conditions principales prévues par le protocole numéro 10 annexé au traité sur l'Union européenne. Développer des capacités de défense de manière intensive par leur participation à des forces multinationales, aux principaux programmes européens d'équipement et à l'activité de l'Agence européenne de défense, dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, de l'acquisition et de l'armement, fournir des unités de combat ainsi qu'un soutien logistique aux tâches décrites dans l'article 43 du traité sur l'Union européenne dans un délai de 5 à 30 jours et, selon les besoins, pour une période de 30 à 120 jours, à savoir les actions de désarmement, les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de conseil et d'assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de force de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits. En 2017, un Fonds européen de la défense a été créé pour encourager la coopération en matière de recherche-développement sur des technologies et des produits de défense industrielle conjoints.
le fonds a investi jusqu'en 2020 90 millions d'euros dans la recherche, 500 millions dans le développement. En avril 2019, le Parlement européen a approuvé des mesures pour que le fonds soit doté d'un montant estimé à 13 milliards d'euros dans le cadre du prochain budget à long terme de l'Union européenne, le cadre financier pluriannuel entre 2021 et 2027, et qu'il finance des projets de recherche collaborative, principalement au moyen de subventions. Le haut représentant pour les affaires étrangères a une double casquette. D'une part, il préside les réunions du Conseil des ministres des Affaires étrangères. D'autre part, il est vice-président de la Commission européenne. Il gère la politique des affaires étrangères et de sécurité commune et dirige le service européen pour l'action extérieure. En fonction depuis 2019, Josep Borrell a succédé à Catherine Ashton 2009-2014 et à Federica Mogherini 2014-2019. Pour mémoire, c'est le traité de Maastricht, entré en vigueur le 1er novembre 1993, qui introduit la notion de pilier, le deuxième pilier étant celui de la PESC, c'est-à-dire la diplomatie et la défense. Notons que celle-ci s'introduit dans un traité européen près de 40 ans après l'échec, en 1954, de la Communauté européenne de défense. La représentation de l'Union en politique étrangère a ici évolué au fil du temps. À l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, c'est la présidence du Conseil qui représente l'Union en politique étrangère. Elle est assistée des deux présidences antérieures et postérieures. C'est ce qu'on appelait la Troïka. En outre, la Commission pouvait se joindre à elle de manière facultative. Avec le traité d'Amsterdam, en 1999, la création d'un haut représentant pour la PESC modifie la composition de la Troïka. C'est encore la présidence du Conseil qui représente l'Union en politique étrangère. Elle est étroitement assistée de la présidence suivante et du haut représentant et la Commission de manière obligatoire. La présidence suivante pouvant se joindre à elle de manière facultative. Enfin, à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en 2009, la Troïka disparaît et c'est le haut représentant qui représente l'Union à son niveau, c'est-à-dire celui des ministres, le niveau des chefs d'État et de gouvernement étant assuré par le président du Conseil européen. Nous voyons donc que cette évolution en 3 étapes reflète un souci de plus grande continuité, faisant passer la prédominance des présidences tournantes, tous les 6 mois, à celle d'une plus grande stabilité, avec les mandats de 5 ans de la Commission et du haut représentant, celui-ci devenant finalement le visage et la voix unique de la diplomatie européenne. L'architecture de cette diplomatie européenne est organisée à bien des égards sur le schéma d'une diplomatie nationale. En effet, au niveau national, le chef de la diplomatie est le ministre des Affaires étrangères. Au niveau européen, le chef de la diplomatie est le haut représentant. Au niveau national, le ministre dispose d'une administration centrale, le ministère des Affaires étrangères, MAE, avec des directions géographiques, thématiques et horizontales. Au niveau européen, le haut représentant dispose d'une administration centrale, le Service européen pour l'action extérieure, SEAE, avec des directions géographiques, thématiques et horizontales. Au niveau national, le MAE dispose d'un réseau de missions diplomatiques, dites ambassades, dirigées par un ambassadeur, avec des conseillers politiques, économiques, de coopération. Au niveau européen, le SEAE dispose d'un réseau de missions diplomatiques, dites délégations, dirigées par un ambassadeur, avec des conseillers politiques, économiques, de coopération. Au niveau national, le ministre des Affaires étrangères rend compte à son Premier ministre, mais aussi au chef de l'État. Au niveau européen, le haut représentant, vice-président de la Commission, rend compte au président de la Commission, mais aussi au président du Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement.
Au niveau national, le ministre des Affaires étrangères peut être auditionné au Parlement national, par exemple à la Commission des Affaires étrangères ou du budget. Au niveau européen, le haut représentant peut être auditionné au Parlement européen, par exemple à la Commission des Affaires étrangères ou du budget. Au niveau national, le MAE est contrôlé pour sa gestion financière par un auditeur externe, la Cour des comptes nationale. Au niveau européen, le SAE est contrôlé pour sa gestion financière par un auditeur externe, la Cour des comptes européenne. Au niveau national, des litiges peuvent survenir entre l'administration du MAE et certains de ses agents, pouvant aller jusqu'au tribunal compétent. Au niveau européen, des litiges peuvent survenir entre l'administration du SEAE et certains de ses agents, pouvant aller jusqu'au tribunal et à la Cour de justice de l'Union. La leçon que nous pouvons tirer est que le service diplomatique européen, à défaut d'avoir pu se constituer sur le mode communautaire, s'est finalement coulé dans le moule d'une diplomatie classique. Bien entendu, des précisions sont à apporter. Par exemple, sur les fonctions consulaires, qui demeurent de la compétence des ambassades, par exemple sur le recrutement au sein du SEAE, dont les diplomates proviennent pour un tiers des ministères des Affaires étrangères des États membres, pour 2/3 de la Commission et du Conseil, par exemple sur la fonction de coordination du chef de délégation avec ses collègues, ambassadeurs nationaux dans les pays tiers, sans oublier l'articulation parfois délicate des diplomaties nationales et européennes sur des sujets internationaux sensibles. Seul l'avenir dira, là encore, si l'Europe saura trouver un juste équilibre entre les souverainetés nationales et européennes. Bien, passons à présent aux questions. Puisque vous avez une longue expérience de diplomate, comment se passe la communication quotidienne entre diplomates issus des ministères des Affaires étrangères et ceux venus des institutions européennes? Elle se passe bien, globalement. L'objectif était de permettre un brassage de cultures administratives et diplomatiques différentes et d'en tirer le meilleur. Il est vrai qu'au début, les différences de statut ont créé quelques frustrations. Du côté des fonctionnaires issus des délégations de la Commission, des inquiétudes sont nées quant aux perspectives de carrière rétrécies par l'arrivée de collègues extérieurs aux institutions de l'Union. Du côté des diplomates des États membres, leur statut d'agent temporaire, 4 ans renouvelable une fois, les mettait dans un état d'infériorité psychologique par rapport à leurs collègues permanents. Cela dit, avec le recul, l'accoutumance s'est installée au bénéfice de tous. Pourquoi les missions diplomatiques de l'Union européenne ne s'appellent-elles pas des ambassades et ne seraient-ce pas plus visibles pour la communication? Cela aurait en effet pu être le cas s'il y avait eu un ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Mais le projet de constitution pour l'Europe a été abandonné et avec lui l'idée d'un ministre des Affaires étrangères de l'Union. C'est encore un exemple de l'importance des symboles dans la communication institutionnelle. Quelles sont les principales qualités de communication d'un diplomate national ou européen? Ce sont sans doute 1. La compétence, c'est-à-dire connaître le fond des dossiers. 2. L'écoute, c'est-à-dire comprendre les tenants et aboutissants d'une problématique. 3. Des qualités rédactionnelles, car un diplomate fait régulièrement rapport. Cela me rappelle un ambassadeur américain que j'avais invité à un de mes cours universitaires et à qui un étudiant avait demandé quelles étaient, selon lui, les principales qualités d'un ambassadeur. Sa réponse: être un psychologue, être journaliste, être un manager. Il me semble que c'est bien dit. Comment le haut représentant pour la politique étrangère communique-t-il quand il est au Conseil et quand il est à la Commission? Le haut représentant a 2 positions très différentes selon qu'il est au Conseil ou à la Commission.
Au Conseil, il préside les réunions des ministres des Affaires étrangères, il convoque les réunions, il dirige les débats, il en prépare les conclusions, et il ne participe pas à la prise de décision. À la Commission, il est membre du collège en qualité de vice-président. Il prend donc part, par son vote, à la prise de décision. Ses modes de communication diffèrent donc, selon qu'il est dans l'une ou l'autre des deux institutions, par ailleurs indépendantes, ce qui lui confère un statut très original dans l'architecture institutionnelle de l'Union. Pour conclure cette série d'enseignements, permettez-moi de souligner ceci. Soyez à l'écoute des autres. Et comme l'a écrit Michel de Montaigne, mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Sachez aussi démêler le vrai du faux, quand certains abusent du style rhétorique pour se faire remarquer sans tenir compte des conséquences ni des faits. Comprenez enfin le degré d'incertitude auquel nous sommes confrontés dans une aventure inédite comme celle de la construction européenne. Je vous souhaite donc bon vent à vous et à l'Europe.